Bonjour, aujourd'hui je suis tout content de vous retrouver pour vous raconter l'histoire de mon Aquatimer à 2000 et de la course que j'ai faite avec elle. Donc j'ai fait la course à la Diagonale des Fous à La Réunion, une course de 170 km avec plus de 10 000 mètres de dénivelé positif. C'était magnifique et ça l'a mise vraiment à l'épreuve. J'ai pu vraiment tester cette montre au niveau de la lisibilité, au niveau des chocs, au niveau des vibrations et j'étais vraiment enchanté de cette montre. Si vous êtes fidèle à cette chaîne, vous l'avez déjà vu, j'ai déjà porté d'autres montres sur d'autres courses, entre autres l'Explorer 369 en Jordanie, à Tenerife l'Explorer 2 et j'ai également fait quelques tests avec la Tudor Black Bay 58. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette fois-ci donc l'IWC Aquatimer 2000? Parce que c'est une montre qui est hyper lisible quelles que soient les conditions et ça c'est quelque chose qui est vraiment important en course, surtout que cette course-ci, je savais qu'elle allait durer longtemps, que j'allais passer plusieurs nuits sur la course et donc il me fallait absolument une montre super lisible. J'avais une autre montre, une Garmin, un Phoenix, que j'avais réglé pour une soixantaine d'heures de fonctionnement, mais qui malheureusement la batterie m'a lâché après une quarantaine d'heures et donc je n'avais plus que l'IWC Aquatimer pour savoir où j'en étais au niveau du temps et au niveau des barrières horaires. Alors que les champions mettent moins de 30 heures pour cette course, moi j'en ai mis 57 heures avec seulement 2 heures de sommeil. Donc autant vous dire que l'Aquatimer elle a été bien bousculée, elle a eu pas mal de chocs, de la transpiration, elle a vraiment eu sa dose de vibrations. Pour la protéger et qu'elle ne se remarque pas trop, j'avais mis un tour de cou en double autour de mon poignet. Donc pour la protéger un minimum en cas de chute, bien que je ne suis pas certain que ça aurait pu servir si vraiment si j'avais une grosse impact sur des cailloux. Et donc à refaire, j'hésiterais quand même puisque l'insert de la couronne est en saphir imprimé, c'est-à-dire que le saphir c'est vraiment fragile en cas de choc. Donc je vous conseille peut-être pas de refaire cette expérience-là. Comme je vous le disais, donc, il y a plus de 10 000 mètres de dénivelé positif avec entre autres la montée à Maido où là on se prend en une fois 2000 mètres d'un coup, ce qui est assez éprouvant physiquement et mentalement. Les descentes sont également très éprouvantes elles sont fort techniques, parfois on aimerait bien avoir 3 mains pour pouvoir s'agripper. Il y a également le vide. Attention aux sujets qui sont sensibles au vertige, s'abstenir. On n'a pas le droit d'avoir des bâtons, c'est interdit sur la course. Si vous trouvez un morceau de bois, vous pouvez vous aider, mais on ne peut pas prendre de bâton de marche avec pour faire cette course. Donc au départ de cette course qui est considérée comme l'une des plus difficiles au monde, on était 2700 coureurs avec 35 nationalités différentes. Pour pouvoir y participer, il faut tout de même montrer qu'on a des chances de pouvoir au moins la terminer. Et donc il faut au moins 2 courses qui totalisent 85 points. Pour avoir un point, c'est 1 point par kilomètre et 1 point par 100 mètres de dénivelé positif. Donc par exemple une course de 60 km avec 2500 mètres de dénivelé positif, ça vous fait 85 points. La course démarre à 22 h à Saint-Pierre, donc au sud de l'île, et on rejoint le nord, donc à Saint-Denis. Et là, donc, on a 66 heures au total, maximum 66 heures. Les premiers, donc, comme je vous disais, mettent moins de 30 heures. Et moi, j'ai mis un peu moins de 57 heures. Sur cette course, il y a plus ou moins 25% d'abandon et de disqualification au niveau des barrières horaires. J'ai également pu tester cette montre dans l'océan Indien. Oui, c'est quand même une montre de plongée, elle est faite pour ça. Donc je me suis dit, je vais pousser une petite tête sous l'eau et lui faire voir les poissons. Alors c'est une montre que j'ai achetée en ligne, que j'ai achetée sur internet. Et quand je l'ai reçue, j'étais furieux, j'étais furax parce que le vendeur avait vraiment caché de gros problèmes sur la montre. Il y avait une grosse impact à 9 heures. On voyait aussi que le fond de boîte qu'on avait tenté de l'ouvrir avec un outil qui était inapproprié. Et donc le fond de boîte avait vraiment été abîmé. Et donc j'étais pas du tout content. J'ai directement, dès que j'ai reçu la montre, j'ai écrit au site internet et également au vendeur comme quoi je n'étais pas d'accord et la seule possibilité pour que je l'accepte, même si je l'avais eu à un très bon prix, c'était pas normal de me cacher ça.
Donc la seule possibilité, c'est qu'ils payent la moitié d'un entretien chez IWC, un entretien complet, donc avec vérification du mouvement, avec remplacement des joints, polissage, enfin vraiment l'entretien complet et vérification du mouvement, de sa fiabilité, réglage du mouvement. Donc ça, c'était ma condition. Et il a accepté. Elle est partie à l'entretien. Ce qui est très bien fait sur le site d'IWC, c'est que vous pouvez rentrer le numéro de référence de votre montre et il vous donne directement les différents entretiens possibles avec les tarifs. C'est vraiment très pratique et très bien fait. Après 2 mois, je suis passé chez le distributeur officiel pour récupérer ma montre et elle était dans un état impeccable. Je suis vraiment super content, l'impactanover avait disparu, le fond de boîtier presque impeccable, vraiment superbe. Bravo pour le travail qu'ils ont fait, je ne pensais pas que ça allait être aussi bien, j'étais vraiment étonné. Et donc j'étais tout content de la retrouver. La diagonale des fous, cette course commençait à approcher et donc je me suis dit c'est la montre que je dois mettre, c'est la plus lisible. J'ai aussi la Blancpain 50 Fathoms qui est super lisible, certainement aussi lisible, mais c'est un autre budget et là c'était pas question de la porter sur cette course. Et donc je me suis dit il faut que je porte l'Aquatimer, ça c'est vraiment la montre qu'il me faut sur cette course-là. Sur ce genre de course, c'est super intéressant d'avoir toujours l'heure bien visible. Donc ce que je fais, c'est sur la Garmin Fenix au poignet droit, là j'ai toutes les informations concernant la course et sur le poignet gauche, j'ai juste l'heure. Et ça me suffit pour être vraiment dans ma course. J'avais déjà eu le coup, si vous avez vu ma vidéo donc sur Tenerife, où ma montre Garmin m'avait lâché avant la fin. Et ici, c'était de nouveau le cas. Et c'est vraiment super rassurant, super chouette d'avoir quand même toujours l'heure pour savoir où on en est au niveau des barrières horaires. Alors cet IWC Aquatimer me donne l'occasion de vous parler un peu plus de la marque IWC, qui se trouve, contrairement à la majorité des grandes maisons horlogères qui sont entre Genève et Bâle, à Genève où il y a le Watches and Wonders Geneva et Bâle où il y a le Baselworld. Donc toute cette vallée qui reprend la vallée du Joux, le Sentier, le Brassus, qui comprend vraiment tous les grands endroits horlogers qui sont donc dans l'ouest de la Suisse, dans la partie plutôt francophone. IWC est plus au nord, est vraiment contre l'Allemagne, donc à Schaffhausen, d'où son nom, Schaffhaus, qui veut en fait dire maison des moutons, et IWC, donc ça vient de International Watch Company. Chez IWC, la gamme la plus connue n'est pas l'Aquatimer, il y a d'autres gammes qui sont beaucoup plus connues. Il y a évidemment les montres pilotes, les Pilots Watches, mais il y a également la Portofino, il y a la Portuguese, il y a la Da Vinci et il y a également donc l'Ingénieur avec la version de Gerald Genta. Donc tout commence en 1868 à Schaffhausen, c'est l'association de l'ingénieur, donc horloger américain Florentin Ariosto Jones et de l'industriel Heinrich Moser. Et donc leur idée c'était de combiner toute l'excellence du système américain de mécanisation au travail manuel particulièrement soigné des Suisses. En 1880, la société est rachetée par Johannes Rauschenbach-Vogel qui rachète toute l'entreprise et commence à vendre dans le monde entier. 1899. Ce sont les premières montres bracelets. Avant ça, c'était uniquement des montres à gousset. Et en 1915, les 2 premiers mouvements de montres bracelets créés par IWC. 1936, les premières montres spécialement conçues pour l'aviation. 1939, la sortie de la première version de la portugaise. 1940, la grande montre Aviateur 52 TSC. 1944, la 3xW, la Watch Wrist Waterproof, une montre bracelet étanche conçue spécialement pour les forces terrestres de l'armée britannique. En 1948, la Mark 11, donc encore une montre d'aviation avec un boîtier intérieur en fer doux pour limiter les effets des champs magnétiques.
En 1955, c'est la première ingénieure qui sort, donc qui n'est pas encore celle dessinée par Gerald Genta. 1967, la première Aquatimer. 1969, la Da Vinci. En 1976, c'est la sortie de l'ingénieur SL de Gerald Genta SL pour Slimline parce qu'elle est plus fine que la version précédente. Gerald Genta est l'un des designers les plus connus dans le monde de l'horlogerie. C'est à son coup de crayon que l'on doit l'Universal Genève Paul Reuter, l'Omega Constellation, les Patek Philippe Nautilus et Golden Ellipse, l'Audemars Piguet Royal Oak, la Bulgari Bulgari et la Cartier Pacha. En 1982, c'est la sortie de l'Océan 2000, la première montre d'IWC à pouvoir descendre à 2000 mètres de profondeur. En 1984, la Portofino, une montre très habillée. 1990, la grande complication chronographe bracelet avec calendrier perpétuel, répétition minute et phase de lune. Donc ce n'est pas la seule grande complication qu'IWC a faite, il y en a eu plusieurs à plusieurs moments. Je ne vous les ai pas tous mis pour ne pas vous embrouiller. 1999. Là, c'est l'IWC Aquatimer Automatique 2000, la première version. En l'an 2000, la société IWC a été reprise par le groupe genevois Richemont, donc qui comprend déjà Cartier, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Baume & Mercier, Piaget, Panerai, Alan Jenson, Vacheron Constantin, Montblanc et encore d'autres marques impressionnantes. En 2014, c'est la nouvelle collection Aquatimer. En 2022, c'est la sortie du film Top Gun et c'est également la collection Top Gun chez IWC avec des boîtiers en céramique de couleur plutôt inattendue et originale. En 2024, on retrouve 5 grandes familles de montres. Il y a toujours les montres d'aviateurs ainsi que les gammes Portugiease, Portofino, Ingénieur et Aquatimer. Pour différencier les Portugiease des Portofino qui semblent à première vue fort semblables, il faut savoir que les Portugiease sont plus sportives, des montres d'un diamètre souvent beaucoup plus grand avec des chiffres arabes, alors que les Portofino sont des montres plus habillées avec des chiffres romains, des montres plus fines et un peu plus discrètes. Alors ce que j'adore dans cette montre, je vous l'ai dit, c'est sa lisibilité, sa simplicité, sa facilité de lecture. C'est quand même ce qui est le plus important donc pour une montre de plongée aujourd'hui avec la solidité. C'est ce qu'on recherche. On ne cherche pas spécialement qu'elle aille à 2000 mètres de profondeur, mais on veut qu'elle soit super étanche, super lisible et bien solide. Enfin, ça reste les atouts principaux des montres de plongée. C'est la référence 35-68-10, produite entre 2011 et 2015. Il s'agit d'une montre qui a un diamètre de 45,6 mm de diamètre avec une épaisseur de presque 15 mm. Le boîtier est en acier 316L, ce qu'on rencontre le plus couramment en horlogerie. Elle a donc une étanchéité de 200 bars, ce qui fait 2000 mètres. L'insert de la lunette, comme je vous le disais précédemment, donc est en verre saphir, imprimé sous le verre et placé dans une lunette en inox. Sur cette montre, vous ne savez pas placer n'importe quel bracelet. C'est un système breveté IWC pour changer le bracelet. C'est un système qui est assez pratique puisqu'il ne faut pas d'outils, mais on est obligé d'avoir un bracelet de la marque IWC, soit la version en caoutchouc, soit la version en acier. Concernant le mouvement, il s'agit d'un 30-110, un calibre basé sur un ETA 28-24, donc vraiment un tout grand classique des calibres, des mouvements de montre. IWC le peaufine et le règle parfaitement pour que sa précision soit vraiment exemplaire. C'est un mouvement donc automatique, tout simple avec heure, minute, seconde plus date, 42 heures de réserve de marche, une fréquence à 28 800, donc 4 Hz, 163 composantes, 21 pierres précieuses et décorées avec des côtes de Genève, mais ça on ne sait pas le voir puisque comme toutes les vraies montres de plongée,
Le dos n'est pas en saphir, n'est pas en verre. Toutes les vraies montres de plongée sont avec des fonds pleins où on ne sait pas voir le mouvement. Comme je vous le disais, ce mouvement est basé sur un 28-24, un mouvement d'usine qui est produit donc en grande série. Aujourd'hui, la tendance est plutôt au calibre maison. Sur ce point, moi je suis plutôt mitigé. J'ai l'impression que c'est l'occasion évidemment de gonfler les prix pour les marques, mais pour le client final, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution. Il y a des avantages à un calibre maison. Évidemment, on a un calibre qui est plus entre guillemets exceptionnel, qu'on ne retrouve pas dans d'autres marques, qui a souvent des spécifications plus poussées, comme par exemple ici le mouvement qui remplace le mouvement actuel dans les aquatimers. C'est un mouvement qui a une réserve de marche de 120 heures, donc c'est un plus. Ok, en gros, ce sont des mouvements qui doivent répondre pour les mouvements automatiques à -4 plus 6 par jour, donc -4 secondes plus 6 secondes, ils doivent rester dans cette marge-là. Ce sont des tests qui sont effectués sur les mouvements seuls, donc pas quand les mouvements sont emboîtés, ils sont emboîtés après. Les tests sont faits directement au COSC et reviennent chez la marque qui les emboîte ensuite. Le COSC est une certification suisse et donc on n'aura jamais de montre française ou de montre allemande ou japonaise qui sera COSC, puisqu'elles peuvent répondre, elles peuvent même faire mieux que ce qui est demandé par le COSC, mais elles n'auront jamais cette certification. C'est une certification qui coûte de l'argent, donc que les marques payent, et elles payent pour faire vérifier leurs mouvements. On le voit aussi dans les prix des montres. Une montre qui est COSC est toujours plus chère que la version non COSC. Mais avoir un calibre maison, ça a également des désavantages pour le client final. Je trouve des désavantages qui sont quand même assez importants, puisque un mouvement de grande série, c'est peut-être moins prestigieux, mais par contre, les mouvements de grande série, on sait qu'ils sont très fiables parce qu'ils ne peuvent pas se permettre, quand on sort des milliers et des millions de mouvements, on ne peut pas se permettre 10% de retour après-vente parce qu'il y a des problèmes. Donc ce sont des mouvements super fiables. Ce sont des mouvements aussi sur lesquels vous trouverez beaucoup plus facilement des pièces, beaucoup plus facilement aussi des horlogers pour faire un entretien, ce qui veut dire que l'entretien sera moins cher qu'un entretien sur un calibre maison. Et donc comme un mouvement de grande série, une fois qu'il est bien réglé, peut être tout à fait aussi précis qu'un mouvement maison, je ne vois pas vraiment l'intérêt, surtout sur une montre de plongée où on ne sait pas voir le mouvement donc au dos. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un mouvement maison par rapport à un mouvement de série. Alors, si on compare l'IWC Aquatimer 2000 à la référence dans le domaine, la montre la plus convoitée, la plus contestée aussi, la plus adorée par certains, la plus méprisée par d'autres, c'est-à-dire la Rolex Submariner, qui est une superbe montre, qui est super fiable, qui est vraiment incroyable. Mais je trouve que l'Aquatimer a plus de caractère, a un design plus spécial et en plus je la trouve super lisible, plus lisible qu'une Submariner. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'intérêt des montres de plongée, pour moi, c'est la lisibilité, la solidité. Et donc j'adore vraiment cet Aquatimer, même par rapport à une Submariner. Aujourd'hui, vous ne trouverez plus cet Aquatimer 2000 sur le site d'IWC. C'est un modèle qui n'existe plus pour le moment. Les modèles actuels vont à un maximum 300 mètres de profondeur, ce qui est largement suffisant, puisque descendre à 100 mètres de profondeur et en dessous de 100 mètres de profondeur, c'est déjà un exploit. Très peu de plongeurs le font. C'est une plongée à très grande profondeur une fois qu'on dépasse les 100 mètres avec des mélanges hélium et donc des plongées très dangereuses qui ne sont certainement pas pour tout le monde. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous raconter sur cette fabuleuse IWC Aquatimer 2000 que j'adore, que je trouve vraiment superbe. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aurez appris des choses, que ce soit sur la Diagonale des Fous ou que ce soit sur l'histoire de la marque IWC. Si vous avez aimé cette vidéo, merci pour le petit pouce et j'espère vous voir bientôt. Ciao!